un grand plaisir de revenir à Toulouse. Toujours un plaisir de revenir à Toulouse. Le plus l'actrice, j'ai fait ici mes premières armes de recherche. C'est aussi très impressionnant, même quand on est un professeur et un peu habitué à dire, c'était le relais public étudiant des conférences, de, de parler dans le micro d'une part, Ah oui. et devant son ancienne directrice de thèse. Voilà, on reste toujours un peu au fond de soi, un enfant et un doctorant. Et puis, il y a également d'autres doctorants avec qui nous avons fait nos armes. J'espère ne pas être trop impressionné. Alors, je vous parlerai effectivement un petit peu de recherche, de ma propre recherche, et finalement assez peu, puisque le sujet qui va nous occuper ce soir, c'est celui des données personnelles de santé, et qui relève évidemment beaucoup de ce que j'ai pu construire au CHU de Toulouse. On va en parler dans plusieurs dimensions. Mais finalement, de manière beaucoup plus large aux données qui sont mon cœur de métier de chercheur, aux données personnelles de santé, puis des exploitations, des risques qu'elles présentent. Tout ce titre qui se voulait évidemment un peu provocateur, faisant référence à l'actualité récente. Parlons données personnelles de santé. On verra comment peut-être la santé préfigure une réflexion plus générale sur les données personnelles en particulier. Et comment, eh bien, on va peut-être du risque de prise en otage informatique jusqu'à les modalités qui pourraient permettre de remettre en circulation ces données pour alimenter notamment la médecine de précision dont je prendrai évidemment Anne l'a dit peut-être. Non, j'ai aussi d'abord passé une large partie de ma carrière de chercheur aux États-Unis. Le concept de transparence y est très développé. Et puis, j'ai beaucoup d'interactions avec le monde économique, le privé. Donc, il convient de faire état de ces différentes interactions. Je suis ravi de répondre à vos questions. Pour moi, ce qui est important, c'est que l'ensemble de ces interactions elles sont contractualisées par l'université des langues qui ont lieu et que aucune de ces interactions n'influence une activité de prescription, ni de médicaments, ni de dispositifs médicaux, puisque je n'en ai pas. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est finalement, en bon professeur, en bon élève, de suivre exactement le titre que je vous ai proposé, d'aller de la prise, du risque de prise en otage informatique euh, jusqu'à la mise en circulation des données pour alimenter une médecine de précision. Alors, on pourra débattre de ce terme, peut-être une manière de dire ce que peut-être pourrait être la médecine de demain. Et en tout cas, au cœur de ces deux parties, de cette mise en circulation, les données personnelles de santé. Je vous propose ce soir une méthode peut-être un peu différente. C'est d'utiliser les sources publiques, des sources où j'ai mis quelques références, des sources auxquelles vous avez accès, et puis d'initier notre échange à partir de peut-être leurs commentaires. Quelles sont ces sources? Eh bien, ce sera des articles de la presse nationale, des ressources de données. C'est bon, on parlait de données, des données qui sont publiques. Peut-être que ces ressources nous interrogeons, ou j'essaierai, avec la réflexion qui est la mienne, d'ouvrir quelques questions qui faire l'objet de questions. En tant que professeur, j'utilise des cours. Ces cours sont souvent publics. Et aujourd'hui, cette publicité des cours, elle prend souvent la forme de vidéos qui sont sur Internet. Alors, si elles ne sont pas mises de ma propre initiative, les élèves s'en chargent largement et rediffusent les cours. Parfois, ils tweetent pendant même les cours. Tout le monde des bons points ou jeux de mots ou blagues que j'ai dû faire. Et puis, c'est également des publications, sans mauvais jeu de mots, ou des projets de recherche publique qui sont effectivement au cœur de l'utilisation des données, qui eux aussi, à leur manière, désignent un futur de pratique de la médecine qui utilise des données. Alors allons-y, première partie, comme vous savez, données personnelles de santé, du risque de prise en otage informatique. Et c'est peut-être finalement la première idée qui vient à l'esprit parmi beaucoup d'articles de presse extrêmement récents. Eh bien, vous avez certainement entendu parler des nombreuses cyberattaques, cryptolocages, alors des établissements de santé, parfois contre rançon. Alors, on peut évidemment s'interroger sur les moyens qui sont l'état de sous-investissement chronique
de nos établissements de santé publics, mais également privés, dans les moyens, l'infrastructure informatique qui sont les leurs, bien, ça met en danger l'activité de ces hôpitaux. C'est, moi, j'ai une affection toute particulière pour France Info, et donc, France Info nous disait encore récemment que 2 semaines après la cyberattaque, eh bien, l'hôpital de Versailles a été encore réduit à utiliser le papier et le crayon. Il me semble le fait de l'accessibilité de l'information en santé pose un problème. Mais c'est peut-être, au-delà de ça, aussi une manière d'interroger notre culture technique, notre culture informatique, finalement notre culture de ces données dont on prend un peu conscience qu'elles sont importantes, mais finalement on ne sait pas trop, on ne sait pas trop pourquoi. Et peut-être de réfléchir aussi sur les mots que l'on utilise. Traditionnellement, une attaque, elle cible plus particulièrement sa cible. Et je trouve que finalement, ce sont des virus qui sont largement diffusés, sans véritablement cibler un établissement qui serait particulièrement vulnérable. Donc les pirates ne peuvent pas cibler l'établissement, peut-être pas mal le pays. Et à coup sûr, ils se trompent sur les montants des richesses disponibles par les hôpitaux. Donc on devait demander rançon pour relibérer les données. Alors, ces cyberattaques dans les hôpitaux, bien, c'est peut-être pas simplement les hôpitaux. Et dans une autre source, peut-être un peu moins vue, le Courrier des maires, je trouvais particulièrement intéressant l'utilisation qu'ils avaient fait d'une carte en open source qui recense à la fois les cyberattaques qui ont concerné les hôpitaux, mais aussi les collectivités locales. Comme si ces deux symboles du service public souffraient d'un même mot, celui finalement de prise de conscience encore tardive de l'importance de leur outil informatique et de leur vulnérabilité. Ça en fait des cibles et ça permet aussi peut-être de dénoncer ce qui est parfois un réflexe qui est de dire, on appelle un peu la notion de santéisme, c'est-à-dire faire de notion de quelque chose qui toucherait à la santé quelque chose de particulier, quelque chose de spécifiquement ou compliqué ou particulier. Moi, je trouve qu'il est intéressant, certes, de voir les particularités de la santé, mais aussi de les relire dans une certaine continuité. Et donc, ce sont beaucoup de ressources comme ça, publiques, d'articles, qui doivent interroger notre acuité, peut-être nos pratiques de demain, et celles de nos futurs soignants, celles des étudiants dont, avec l'ensemble de mes collègues, nous avons la responsabilité de préparer leurs pratiques dans les années qui viennent. Et j'ai toujours été assez frappé, finalement, du peu d'inventivité de leur formation en informatique, voire de l'absence de prise de conscience de l'importance de la place que que prend déjà l'outil numérique dans les pratiques de soins. Et donc, je m'étais simplement pas refusé l'ambition de peut-être partager des diapositives, des enseignements dont bénéficient des étudiants de la faculté de médecine de Nantes. Et bien, vous retiendrez peut-être cette dictée, DICT, qui sont finalement quatre notions toutes particulièrement importantes quand on parle de sécurisation des données ou d'enjeux tout simplement des systèmes d'information qui mettent à disposition ces données. DICT, D comme disponibilité, et bien souvent ces données, en particulier dans le soin, elles doivent être disponibles à la demande. Il s'agit de données, de services, et donc accessibles rapidement et régulièrement. Il s'agit du I de intégrité. En bas à droite, et bien effectivement, la donnée de santé doit être disponible sous forme intègre. Il s'agit bien de donner accès à la bonne donnée, le bon service pour un usage particulier, pour un usage qui est défini. Comment est-ce qu'on va regarder l'altération des données, les erreurs qui peuvent être faites dans les requêtes de ces données, et puis sur les temps plus longs, peut-être comment on archive ces données, quelles sont la mémoire des actes et les enregistrements qui ont été faits dans le soin. DICT, dictée, c'est comme confidentialité. Eh bien, les données de santé, elles sont, c'est pas des données qui sont facilement ouvertes. C'est pas open. Et cela concerne non seulement le patient et le respect de la vie privée. Donc ça, en général, on se figure tous nous-mêmes comme des patients. Mais cela concerne aussi les utilisateurs de la donnée de santé. Le soignant pour lequel on va finalement pénétrer aussi l'intimité de son activité professionnelle. Et puis pour les établissements, il s'agit de savoir qui est autorisé à avoir accès à quelles informations.
dictée, avec le T de traçabilité, eh bien, on rend des comptes. Hein. Comment est-ce qu'on est capable de vérifier l'identité? Qui a accès? Comment on a accès à la donnée de santé? Et cette de traçabilité, qui relève de la notion de preuve, d'authenticité, eh bien, c'est aussi la confiance qui se crée à travers ces relations et ces échanges d'informations entre soignés, soignants et les établissements dans lesquels ils exercent. Et vous voyez en bas de cette diapositive le vieux Hippocrate de Cos, dont on a retenu essentiellement le serment d'Hippocrate. Bien dans ce serment d'Hippocrate, que toujours avec beaucoup d'émotion, je fais prêter à des anciens, des étudiants en médecine qui deviennent par là médecins, eh bien ils disent admis dans l'intimité des foyers, je tairai les secrets qui me seront confiés. Et ce serment d'Hippocrate, cette injonction, on a retenu souvent la formule latine, primum non nocere, d'abord non pas de mire, eh bien, elle résonne jusqu'à nous, jusque ce 21e siècle et ses pratiques numériques. Eh bien, oui, également, dans d'autres pratiques numériques, dans la légèreté peut-être avec laquelle on les pratiquerait, eh bien, il y a une possibilité de nuire au passé. Donc voilà, pardon d'avoir été un petit long sur cette diapositive, mais il nous semblait intéressant de pouvoir partager avec vous l'actualité de comment on sensibilise, on forme nos futurs soignants, les 1317 étudiants que nous avons en première année de médecine et de santé à Nantes, à ces questions de sensibilité des données de santé. Encore une fois, ça répond à un enjeu. Il y a une chose que connaissent certains, ici 30, 40 ans, leur pratique médicale, leur pratique de soins, elle sera pétrie de, de relations avec des données, de relations avec l'informatique, et c'est déjà quelque part le cas. Alors, la complexité de ces termes, des techniques qu'il y a derrière, pourrait finalement nous donner souvent l'impression, peut-être au désir que nous avons de croire que ce n'est qu'un problème technique. C'est un problème de taille d'ordinateur, de vitesse de calcul, de type d'algorithme qu'on utilise. Et puis, je vous le dirai tout à l'heure, mais j'ai mis en place à Nantes un service hospitalier très particulier, la clinique des données. Et cette clinique des données, elle a pour mission de remettre en circulation les données qui sont issues du soin. Nous avons maintenant 4 ans de recul sur ce travail, et très souvent, la première question que les collègues nous posent en nous disant mais comment est-ce que vous avez fait, souvent très vite on vient sur le terrain technique. Et souvent je dis non, c'est pas un problème technique, c'est d'abord un problème peut-être un peu autre que technique. Et ça, c'est peut-être le fruit de réflexion plus générale. Alors, je la partage avec vous, puisque je m'en étais fait l'écho dans les colloques de la Tribune en mars 2021 pour dire très bien, il y a un cyber-risque de la santé, mais que ce n'était pas si nouveau que ça. Les gouvernements avaient annoncé un plan d'investissement à renfort de millions dans l'infrastructure de santé, mais ce n'est pas qu'un enjeu technique, c'est aussi un enjeu de culture au sens le plus large du terme. Et donc, dans cette tribune, je disais, bien ce cyber-risque, c'est aussi un enjeu de culture, avant d'être un enjeu de technologie. Le fameux Prune and the Select s'applique effectivement au manuel pour les protéger des données qui sont toutes digitales. Je crois qu'il faut être particulièrement sensible à des faux raccourcis qui seraient des raccourcis techniques, comme si un investissement dans un objet technique allait suffire à régler les problèmes. C'est aussi un enjeu de préhension de ces techniques, ce que nous avons dit dans la film. Je lui ai sorti aussi un petit dessin qui peut-être aussi relève des fausses représentations que nous pouvons avoir de ces données. C'est vrai aussi que vous éclairer un peu ce soir. Mais on entend parfois un peu ces métaphores que une donnée serait le pétrole du XXIe siècle ou une mine d'or. Là, c'est peut-être des analogies qui sont un peu fallacieuses, qui sont peut-être de fausses pistes. Et donc, je pensais également voilà, vous partager, peut-être de Barbara, d'avoir des définitions. En tout cas, ce sont celles que nous donnons à nos étudiants dans le domaine de la santé. On dit, qu'est-ce que c'est des données massives dans le domaine de la santé?
Alors des définitions, on en trouve beaucoup, elles sont souvent différentes en fonction des disciplines, des contextes qui sont mobilisés. Euh, je voudrais avec vous retenir trois caractéristiques de ce que l'on appelle des données massives ou du big data dans un mauvais anglais. Le premier point, c'est qu'il y a d'abord une rupture. Il y a une rupture dans la volumétrie des données que l'on manipule, auxquelles on a accès, que l'on peut perdre ou que l'on peut partager. Un premier élément d'attention, effectivement, quels que soient les domaines où la taille des données mises en Go, le volume qui est mis en peut différer, il y a quand même toujours une notion de rupture. Il y a un avant, un après. Et en fonction des sous-disciplines dans le domaine de la recherche, eh bien, dans le domaine de la génétique, c'est plutôt à la fin des années 90 qu'on connaît cette rupture. Ça rentre plus dans les fichiers Excel. Dans l'imagerie, c'est la même chose. Ils connaissent également aussi l'explosion des données disponibles. Et puis, cela ira plus progressivement dans d'autres. Donc, premier point, la volumétrie. Deuxième point, peut-être un peu particulier, c'est la non-intentionnalité des données. Dans le soin, elle est dans la recherche biomédicale au sens large, depuis Claude Bernard, je ne vais pas forcément penser faire spécialement de référence philosophique, mais on a cette tradition dans le domaine biomédical de construire un dispositif expérimental qui permet d'acquérir les données sur lesquelles on va travailler. C'est une hypothèse, on met un dispositif expérimental et on maîtrise le cadre dans lequel les données sont produites. Et ça, c'est un peu particulier au domaine biologique médical. Et on a un peu perdu de vue que dans le domaine de la recherche biomédicale, effectivement, on avait collecté des données pour faire de la recherche. Mais quand les données viennent de l'activité de soins, ces données ne sont pas produites pour faire de la recherche. Elles sont produites grâce aux soins. Elles sont même remboursées grâce à notre système de solidarité économique, financière, qui permet aux uns et aux autres, à travers des systèmes publics et privés, de financer le soin. Donc peut-être cette particularité en domaine de soins de la santé, il y a une intentionnalité particulière au niveau des données, en particulier quand elles viennent du soin. Et puis peut-être encore plus délicat, c'est la grande variété de la typologie des types de données qui sont disponibles dans le domaine de la santé. Et pour cela, on peut là aussi essayer de se donner quelques cadres et de faire deux distinctions. La première distinction, c'est de les définir par source. Ah. Alors, il y a évidemment des données qui viennent de l'hospitalisation, des consultations, des activités de soins standards. On peut penser au diagnostic, au traitement, à la biologie, à l'imagerie, à la génétique. Il y a des données qui relèvent plutôt de la consommation des soins. Et nous avons en France la chance formidable d'avoir un système centralisé qui collecte l'ensemble des données de consommation de soins pour mieux les rembourser. Donc on a accès à l'ensemble des 1,2 milliard de feuilles de soins qui sont à la base des remboursements. Ce sont les données de l'assurance maladie. Plus récemment, et on les met parfois en avant comme la source majeure de données massives en santé, eh bien, ce sont des objets connectés. Ces objets viennent finalement de l'effondrement de la capacité à enregistrer des données. Avant, vous voyez, on retrouve un processus de dur. Avant, ça coûtait cher d'enregistrer des informations. Maintenant, ça coûte pas cher. Et ce coûte pas cher fait qu'on peut être en fait enseveli sous les données. Et puis après, vous faites déguiser ça comme vous voulez, soit dans le domaine médical, avec des tensiomètres, des implants cardiaques qui sont capables de cracher de la donnée médicale en continu, et peut-être aussi dans le domaine non médical. Votre montre, le téléphone collecte aussi des informations, et puis on a toute une foultitude qu'on peut une peste personne collectée, qui aussi est capable de collecter, d'enregistrer des données à moindre coût. C'est là encore une autre source de données massives. Il y a plus traditionnellement des données qui sont produites à des fins de recherche, particulièrement dans le domaine de l'omique, de la génomique, et qui se multiplient dans beaucoup d'autres domaines. Puis il y a aussi d'autres données, une source à grande échelle, données sociodémographiques, géographiques, parfois météorologiques, qui peuvent se trouver là dans les données de santé, qui seront elles aussi une source de massification par part. Donc vous voyez que dès qu'on commence à penser à la santé, ce qui peut être pertinent pour le soin, a une très grande étendue de diversité par les sources. C'est vrai également par les structures. On peut avoir des données qui sont ce qu'on appelle structurées. Bien, ce sont toutes les valeurs, en particulier les valeurs biologiques qui sont produites dans l'activité de soins,
Ce sont également des données génétiques qui abrègent des polymorphismes, des variations des 3,2 milliards de paires de bases euh, dans le génome humain. Et puis, c'est aussi les données du programme de PLSI et des activités médicales qui viennent des années 70-80. C'est l'objet d'un codage, d'un données structurées. On sait quelle valeur on attend. Ce qui s'est aussi développé sont les données non structurées. Et par exemple, ce sont des textes libres qui deviennent disponibles à l'analyse. Là aussi, c'est une rupture. On va avec les chiffres tout à l'heure, fixer les ordres de grandeur, mais on commence à avoir accès à des textes libres issus, enregistrés pendant ou à l'issue de la consultation médicale. Eh bien, ce sont ces textes, ils font l'objet d'algorithmes de TANS, de traitement automatique du langage. Et puis, vous pouvez multiplier ça dans beaucoup de signaux biomédicaux, les électrocardiogrammes et le MAM, et les images avec les scanners. Cette massification, voilà, cette rupture dans l'investigation, cette diversité, il me semble, on pourra peut-être en débattre, qu'on n'y fait pas assez attention. Peut-être même jusqu'aux législateurs, et je voulais sortir un petit peu du champ de la santé pour vous donner quelques exemples. Cet exemple-là, on pourra peut-être en parler sous forme de questions. Nous l'avons utilisé dans une publication récente. Il s'agit d'utiliser un fichier massif, nominatif, comme on n'imagine peut-être pas qu'il y en existe, mais vous avez à disposition sur Internet, et j'ai dû mettre les liens, en tout cas que tu les retrouverais facilement. Il existe un fichier de plus de 15 000 nominatifs, de plus de 15 millions de personnes avec leur date de naissance, leur date de décès, leur nom, leur prénom, ou autrement leur nom secondaire ou leur nom d'usage. C'est légal, c'est absolument légal, et pourtant peut-être qu'on a raté un passage. Le passage qui était celui du tableau en liège de votre mairie où les fiches d'état civil étaient épinglées à votre village en Internet faisant du monde un village où finalement on peut épingler de manière massive 15 millions de notifications de décès, et c'est effectivement une chose de données nominatives publiques et qui sont accessibles en open data, en ouvert. Je suis sûr que Ad ne manquera pas l'occasion de les interroger, de vous interpeller sur les questions de sciences ouvertes. Et voilà un exemple, et peut-être, même si on l'a utilisé pour des projets de recherche, est-ce qu'il n'y avait pas des questions à se poser sur la massification de ces données qui deviennent réutilisables? Je vous ai pris deux autres exemples là aussi pour pouvoir en discuter, pour en avoir évoqué avec les services de l'État qui s'en occupent. Moi, dans la pratique qui est la mienne des données à grande échelle, avec cette clinique des données du CHU de Nantes et toutes les données qui lui sont confiées, quand je découvre un outil qui s'appelle DVF, données de valeur foncière, eh bien, nous découvrons, avec nos aptitudes qu'on pourrait questionner, mais qu'en tout cas, on a à disposition, vous pourrez le tester, vous pouvez le tester actuellement, eh bien, on a à disposition pas l'adresse exacte des transactions immobilières dans les 5 dernières années. Donc, et voir combien et quand votre voisin ou un bien immobilier dans votre quartier a été cédé. Puis un autre exemple qui aussi pourrait nous interpeller quand on sait l'importance qu'a pris les antennes de télécommunications. Eh bien, l'ensemble des antennes et leur emplacement, leur type, est aussi une information qui est publique. Et qu'elle soit publique ou un par un, n'est pas la même chose qu'elle ne devienne de manière absolument massive. Donc là aussi, peut-être que la réflexion auquel la nôtre, le serment d'Hippocrate qui résonne jusqu'à nos oreilles, doit nous interroger aussi sur cette massification et les données. Alors, d'autant plus que quand on parle de données personnelles, de données anonymes, il y a souvent une confusion que l'excellente CNIL clarifie parfaitement. Quand on parle souvent de données anonymes, on a confusément en tête l'idée qu'il s'agit de problèmes d'identification des individus à la source de ces données. Et pour autant, on se dit, bah oui, quand il n'y a pas de lien, quand il n'y a pas de prélude, c'est des données anonymes. Moi, c'est pas vrai. C'est des données qu'on la CNIL et qu'on doit qualifier de pseudonymes. La vraie question, c'est la question du caractère identifiant des données.
soit directement, effectivement, un nom, un prénom, une date, sont des informations qui sont souvent des informations biométriques, sont des informations qui sont directement identifiantes. Elles permettent de remonter directement à l'individu, à la source des données. Mais finalement, une combinaison d'informations plus simple permet aussi d'identifier une personne parmi une foule ou dans un groupe. Il y a ce soir dans l'Assemblée qu'un seul homme avec pull rouge et une lampe noire, et vous aurez probablement déjà reconnu que le pompier de service qui assure, et nous le remercions, la sécurité de cette pièce, eh bien, a des caractéristiques qui sont en elles-mêmes pas spécialement identifiantes, et pourtant, vous l'avez tous reconnu. Et donc l'opération qui consisterait à anonymiser l'IED consiste non seulement à enlever le nom et le prénom, mais aussi à démontrer l'impossibilité de revenir à l'individu qui est à l'origine des données. Et cela doit nous interroger dans nos pratiques de transmission des données. Est-ce qu'on a besoin, finalement, de faire circuler des informations qui sont réidentifiantes? Et c'est finalement le principe de parcimonie qui s'applique, qui résonne, et qui doit peut-être interroger aux pratiques de circulation des données. Et bien c'est peut-être ce principe de parcimonie qu'il faut mieux enseigner. Certains y trouveront de résonance quasi écologique dans nos pratiques. Donc vous voyez que dans ces données, il y a peut-être des réflexes que nous n'avons pas ou des notions qui n'étaient pas suffisamment précises, et puis on laisse peut-être cela passer, y compris dans les textes qui autorisent la mise à disposition massive de données. Alors, après cette introduction, évidemment, qui insiste et qui parle des risques des situations un peu difficiles, il faudrait peut-être pas perdre de vue l'opportunité d'une mise en circulation des données pour la médecine, mais pour finalement créer de la valeur, inventer des nouvelles pratiques, évaluer les pratiques qui sont les nôtres. Et là encore, parce que je pense que ça fait partie de nos fonctions aussi d'universitaire. Peut-être que j'ai été élevé comme ça en tant que jeune doctorant. Eh bien, je crois qu'il est important de prendre la parole dans les médias nationaux, et avec mes collègues franco-américains dans l'école du Monde. En octobre 2021, je m'étais écrié nous sommes des naïfs de la donnée. Pour traduire le sentiment profond qui est le mien, sans fausse humilité, c'est vraiment, moi qui suis peut-être un professionnel de la donnée et de la donnée de santé, c'est quand même le sentiment qu'elle est bien. C'est qu'en fait, je joue avec des outils technologiques, mais peut-être que je rate les enjeux profonds de la manipulation, de la transformation, de la circulation de ces données. C'est peut-être un pari que je vais faire avec vous ce soir. Dans 10 ans, dans 20 ans, les générations qui nous succéderont diront mieux. Ils étaient quand même pas très raisonnables là, dans les années 2000. Ils laissaient circuler de l'information personnelle un peu partout. Ils étalaient leurs vues sur Facebook. Et puis les entreprises recyclaient leurs données sans leur dire. Ils créaient de la valeur avec. Quand même, c'était pas très sérieux à cette époque-là. La peut-être qu'effectivement, nous ne sommes pas nous-mêmes si attentionnés à l'usage de ces données. Peut-être qu'on ne fait pas assez de distinction. Et puis, je vais donc peut-être reprendre un peu ces classifications, ces indicateurs que peut-être pour être pour regarder ces enjeux de données, grâce à la santé de manière peut-être un peu plus précise, et bien utiliser ce que nous partageons avec les étudiants de Vinci. Traditionnellement, quand on parle de données, on pense évidemment aux données d'essais cliniques. Et on les connaît tous pour leur importance, puisque c'est à partir de ces données que l'on décide de mettre sur le marché un médicament dont on a prouvé avec une scientificité importante, mais finalement assez réduite, l'efficacité. Ce sont les fameuses données d'essais cliniques qui nous étaient si difficiles d'obtenir dans un temps court, le début de la crise Covid. On a aussi des données qui viennent des cohortes, des registres, et donc là encore, ce sont des dispositifs souvent un peu anciens à notre échelle, qui collectent aussi systématiquement des données dans le domaine de la recherche biomédicale, et parfois à un autre dimension. Et puis l'enjeu qu'elle ouvre aujourd'hui, c'est de finalement bénéficier d'une source de données qui est beaucoup plus grande. L'ensemble des données issues du soin. On a parlé tout à l'heure des données du système national des données de santé, qui sont issues du remboursement du soin. Eh bien, c'est bien 1,2 milliard de feuilles de soins.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces données? Qu'est-ce qu'on pourrait refaire aux données? Est-ce qu'on ne peut pas les recycler, les réinjecter, peut-être mettre en question les données qui sont issues de la recherche? Eh bien là, on fait un usage non intentionnel, un usage secondaire à des fins de recherche. Et c'est pourtant extrêmement intéressant. Ce sont pour le coup des données des populations réelles. Ce ne sont pas des populations qui ont été sélectionnées pour correspondre aux critères d'inclusion d'une étude. Elles sont souvent lacunaires parce qu'elles sont collectées dans le feu de l'action. Euh, un exemple fameux est de dire que quand les patients passent de l'urgence, on a rarement leur poids. On n'a pas forcément le temps de noter, de peser, ni mesurer les patients. Donc les informaticiens ont quand même essayé des données manquantes dans le dossier patient. Oui, mais enfin, l'informaticien, il faut qu'il vienne voir comment ça se passe l'urgence, et ça tient de nuit. C'est difficile. Ce sont aussi des données pour lesquelles la question qu'on va leur poser n'a pas précédé la collecte de ces données. Donc ça, c'est aussi peut-être quelque chose qui aurait interrogé Claude Bernard. Et on a certainement des tailles beaucoup plus grandes, finalement très ouvertes, à qui extrêmement faibles, bien collectées. Et paradoxalement, à mesure que ces données issues du soin deviennent réutilisables en grand nombre, on va dire en très grand nombre, pour faire évoluer les pratiques, leur intentionnalité, leur but premier, le contexte dans lequel elles naissent, reste celui du soin, et paradoxalement, elles réclament finalement beaucoup plus d'interrogations sur comment est-ce qu'on peut les interpréter, toujours avec beaucoup de prudence. Ces données, là aussi, à quoi ça sert finalement? Ça sert à plein de choses. Encore faudrait-il dire à quoi ça sert. Donc je vous propose, je propose également du genre pour d'autres typologies, euh, 7 grands usages des données massives du big data dans la santé. Le premier n'est peut-être pas très spécifique au domaine de la santé. Elles sont utilisées à plusieurs niveaux pour piloter le système de soins. Et c'est quand même une grande chance de pouvoir disposer de données pour piloter le système de soins, comprendre son fonctionnement, voir sa dérive, qu'elle soit économique ou en demande de soins. De manière un petit peu différente, c'est aussi utilisé pour faire des sous-groupes. Hein. On pense la santé à l'échelle des populations. Et qu'est-ce que nous l'a aidé à redonner toute sa noblesse à la dimension populationnelle de la santé. On pense souvent à l'individu. Et entre la population et l'individu, bien, il y a des sous-groupes. Et ces sous-groupes devaient être plus faciles à décrire. Avec ce village de la donnée, on va essayer d'identifier des sous-groupes de population qui ont des particularités de leur pathologie, bien qui ont des besoins sanitaires plus particuliers. L'un des usages peut-être les plus frappants, c'est de voir comment ce big data, cette donnée, émerge dans la relation entre soigné et soignant. Il apparaît pour moi dans une triple forme, dans la capacité à utiliser des données pour prescrire, voire à prescrire l'obtention de données elles-mêmes. Vous allez peut-être avoir besoin d'un examen complémentaire plutôt que par des médicaments supplémentaires. Ça permet, puis je conclurai là-dessus tout à l'heure, de comparer les patients entre eux, hein, une forme de solidarité qui passe par la comparaison de données. Et peut-être plus que de prédire, cela permet d'anticiper éventuellement ce qui peut arriver, de mettre non seulement mettre en place des actions préventives, mais aussi de mesurer l'incertitude. Dans le domaine de la santé, on est particulièrement confronté à une grande variabilité à tous les étages. En miroir de cette éruption des données un peu froides dans la relation entre soignés et soignants, comme un nouveau pôle quantitatif objectif, je pense qu'on peut aussi mettre à part, ce qui est peut-être, en tout cas pour moi, un risque, de laisser le patient seul face aux données, que ce soit sur Internet ou ailleurs. Est-ce que ce ne sont pas finalement des données qui sont trop accessibles ou non évaluées, qui effacent finalement peut-être la garantie de ce qui relève de la santé et du bien-être, la validation de l'information. Puis c'est peut-être un nous ici qui transforme la perception des patients sur leur propre santé. Cinquième élément, ce big data, il est particulièrement intéressant pour détecter des éléments anormaux. Alors ça peut faire peur comme ça, mais effectivement, quand on met un médicament sur le marché, on a exposé à une nouvelle molécule un nombre finalement restreint d'individus. Comment est-ce qu'on peut savoir s'il n'y a pas des événements
certes rares, mais potentiellement graves, qui affectent des individus dans une population plus grande, eh bien, c'est peut-être à travers ces données massives qu'il est possible de mieux l'analyser. On peut penser à beaucoup d'exemples d'essais médicamenteux qui étaient mal étudiés ou mal anticipés, mais c'est vrai de manière générale dans la pharmacovigilance que c'est dans l'apparition de bactéries multirésistantes, des questions d'hygiène plus globale des laboratoires ou des populations. C'est évidemment une nouvelle source de données pour la recherche, avec ce que j'appelais ici une épidémiologie du XXIe siècle, c'est-à-dire une épidémiologie qui se nourrit de données qui n'ont pas été faites pour faire de la recherche, mais dans ses réflexes et méthodologies, dans sa réflexion sur les biais, eh bien, elle va être particulièrement pertinente à se nourrir de ces données, avec un paradoxe peut-être, hein, on passe finalement d'une période où on avait peu de données, c'était la disette, à finalement une pléthore de données, et donc peut-être changer un peu de pratique. Et puis, ce sont aussi des données qui deviennent disponibles pour la formation, voire pour l'évaluation des étudiants, pour peut-être faire de la formation personnalisée. Là, nous ambitionnons de faire une médecine qui est plus personnalisée. Quand on pense à toutes ces applications, très souvent, on retrouve une métaphore qui est patrimonialisante, qui est le fait que les données, c'est l'or en barre. Et parfois même les autorités qui dirigent les hôpitaux pensent qu'ils vont mine d'or, qu'ils vont pouvoir créer plus immédiatement de la valeur avec ces données. Foi d'enseignants, j'abuse certainement souvent d'analogies, de blagues pour les étudiants, mais c'est toujours avec un objectif pédagogique et de formation. Et cette métaphore qui assignerait les données de santé à un objet matériel, elle est particulièrement fausse. Pour moi, c'est une impasse. Donc, dans les tribunes Figaro, plus récemment, je m'en étais fait l'écho en disant, mais peut-être qu'il faut repenser la production des données de santé. Et ce terme de production a déjà des connotations souvent un peu matérialistes, et pourtant, eh bien, en prenant au mot cette production, je dirais, ah, mais en fait, production, c'est plutôt production, s'il y a des producteurs de données de santé, hein, c'est c'est vraiment plus au sens musical qu'au sens agricole. Donc quand on parle de production de données de santé, il faut penser production cinématographique, comme une pièce de théâtre, comme une symphonie. Dans une pièce de musique, dans une pièce de théâtre, il y a un texte et il y a des gens qui les interprètent. Il y a des gens comme ce soir qui vont déployer des moyens techniques pour capter, pour enregistrer le son, pour le projeter. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça montre que finalement, la valeur des données de santé, bien sûr, il y a un patient qui est à la racine de ces violettes, mais finalement, elle résulte de toute une chaîne de contributions multiples. Indéniablement, ces données, elles concernent un patient, il est à la racine de ces données. Et pourtant, c'est aussi le fruit du travail de soignants. C'est aussi la réinterprétation, le stockage de la mise en sécurité par les informaticiens. Le codage, le recodage tant des épidémiologistes ou des data scientists. Et donc, c'est en prenant conscience de cette multiplicité des contributions dans la chaîne de valeur des données que peut-être on arrive à penser une organisation un petit peu différente. Eh bien, nous, à Nantes, ça s'appelle la clinique des données. Et donc, vous voyez que si les données ont besoin d'une clinique, c'est bien qu'il faut les traiter, peut-être bien les traiter, bien les retraiter. Et donc, c'est une structure que la CNIL nous a autorisé à déployer en juillet 2018, et qui est une structure qui est dédiée à la réutilisation des données qui sont issues du soin pour CHU Nantes. L'ensemble, la vocation de ce service, c'est bien de remettre en circulation l'ensemble des données issues du soin. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ce n'est pas une question de technique, ce n'est pas une question d'informatique. C'est d'abord une question de gouvernance. Un bien grand mot pour dire comment, dans l'établissement, nous nous organisons pour que des données qui sont finalement le fruit de l'activité de tous peuvent être mises à disposition pour être réutilisées. On a, et en particulier en français, une tendance très possessive. C'est mon patient, mon chirurgien, ma tumeur, mon département, mon laboratoire. En fait, c'est pas, on ne possède pas, c'est pas mon patient. Non, c'est un patient particulier.
Et puis, le soin qui lui est prodigué, bah, il résout autant des biologistes qui font les analyses, du chirurgien qui a opéré dit que des soignants qui s'occupent. Donc, première attention, et vraiment dans cette ordre, la gouvernance des devis. Comment est-ce qu'on met en place une gouvernance à l'échelle de l'établissement pour respecter les uns et les autres, et peut-être les patients autant que le souhaitent. C'est évidemment un respect du droit des patients à s'opposer à l'utilisation des données à des fins de recherche, parce que ce sont des données qui les concernent. Je n'ai pas dit leurs données, je dis ce sont des données qui les concernent. Ils ont un droit, sans justifier, à s'opposer à ce que leurs données soient utilisées. Bien, ce droit, ils le respectent. Et si vous êtes un patient au CHU, je vous invite à écrire à vos données personnelles à chu-nantes.fr. Et bien, on ne retire pas vos données des études avisées de recherche. Et on s'en était fait l'écho, puisque j'ai relevé la gazette de computer qu'on s'appuierait sur les articles que je ferai ce soir. Et on s'en était fait l'écho jusque dans les films de Ouest France, mais aussi du journal à la Européen Édouard, simplement pour dire ça. Pour dire, vous êtes patient, vous n'êtes pas ce sèche. Si vous voulez pas de données soient utilisées à des fins de recherche, eh bien, dites-le. Vous n'avez pas besoin de le justifier. Et enfin, et ça doit enfin, c'est déjà un enjeu technico-scientifique. Ce sont des questions scientifiques, des données, comment on les analyse. Alors, en 8 diapositives, ça se traduit par une organisation de service que j'ai l'honneur de diriger, et bien lier en place cette organisation à l'intérieur de l'établissement. Notre point de départ, c'est toujours une question scientifique, c'est toujours un usage des données. Pourquoi, quelle serait la question, et est-ce que j'ai accès à des données qui permettent de mieux répondre à cette question? Ces requêtes, ces questions de départ, elles sont enregistrées sur le rapport de taille. L'ensemble des utilisations potentielles de recherche sont inscrites sur un registre disponible publiquement. Je vous encourage à le consulter. Et chacune de ces questions fait l'objet d'un arbitrage collectif. Jamais seul face aux données. Eh bien, toutes les semaines, et c'est eu lieu ce matin à 10h où je parte pour Toulouse, eh bien, nous revoyons les demandes qui sont faites pour utiliser des données. Et si nous n'arrivons pas à les arbitrer parfois, eh bien, nous faisons appel à d'autres collègues et à un échelon régional et national pour arbitrer la légitimité de la question. Cette organisation, elle permet en fait une inscription au registre, ça permet de vérifier que les données des patients qui seraient utilisées sont bien des patients qui ont été informés de l'existence de cette entreprise de données de santé. Ils ne se sont pas opposés pour réutilisation. Et le travail de mon équipe, eh bien, c'est de dire, on va aller chercher dans l'ensemble de données le sous-ensemble, juste les informations qui sont nécessaires pour répondre à la question posée. Et bien, à nouveau, sur une mise en œuvre du principe de parcimonie, et c'est ce sous-ensemble, souvent de manière déidentifiée, qui est mis à disposition des investigateurs. Et la partie verte, je ne vais pas m'étendre, est une partie, elle, pour le coup technique. Comment est-ce qu'on récupère l'ensemble des données du soin pour un établissement qui, comme le CHU Nantes, comme à Toulouse, est le plus gros employeur de la région, avec 13 000 salariés qui contribuent à l'élevance des soins. En pratique, ça veut dire quoi? En pratique, ça veut dire des données sur 1,5 million de patients. Ça veut dire un demi-milliard de données structurées et à peu près 34 millions de documents textuels qui ont été produits par le soin. Vous savez, chers collègues, il faut merci d'avoir investi, madame, etc. Je la renvoie en consultation. Après, c'est son examen radiologique. La finesse du raisonnement, le détail de l'analyse, il est présent dans ce texte. Il est moins présent dans des données qui ont été structurées. Car ces données-là, elles deviennent, grâce aux cités logiques, accessibles à nos interrogations. Et donc, on peut aller extraire ces informations. Et donc, au CHU Nantes, depuis 2018, eh bien, ce sont plus de 400 projets qui ont permis, dans une partie, finalement, à susciter l'exploitation d'un sous-ensemble de ces données pour identifier des patients avec une pathologie particulière, pour extraire des données en une réanalyse, pour s'interroger sur l'évolution des populations des patients que l'on traite. Pour ne pas vous laisser sur votre faim et vous montrer un exemple finalement concret de l'utilité, finalement assez simple, je vais vous partager cette fois-ci un exemple qui est issu de nos travaux de recherche avec mes 3 enfants qui se sont prêtés ici pour la photo avec 2 garçons avec leur petite fille, avec notre petite fille.
Eh bien, comme un papa moderne, je l'emmène chez le pédiatre. Et depuis très longtemps, les pédiatres, c'était déjà vrai à votre époque, les pédiatres vous pèsent et eh bien, médecin va dire, bah, ah, regardez, je sors une courbe, c'est un espèce de truc sur papier millimétré, eh bien, il va dire, ah, votre enfant là, il est dans le top 2% des gros enfants. Il faut arrêter de l'ouvrir. Ou au contraire, il est dans le top 10% des cieux comparés. Il ne faut pas hésiter, il faut chercher un peu le biberon. Eh bien, cette idée-là, elle est incroyable, hein. Donc, vous la voyez bien à l'écran. Bien, nous, on s'en est saisi pour la sclérose en plaques, mais elle est particulièrement complexe à traiter, et pour laquelle on a beaucoup d'options thérapeutiques et des évolutions qui sont très variables. Vous voyez, finalement, cette idée empruntée au pédiatre, peut-être qu'on peut en faire une version un peu plus moderne, pas sur papier millimétré, mais plutôt sur finalement une tablette ou une interface informatique qui représente ce fameux troisième pôle de données objectives et on se dit, voilà, le patient maintenant, systématiquement, on va remonter sa trajectoire dans le contexte de la distribution des trajectoires des autres patients. Donc on a cette forme de solidarité qui s'instaure entre les patients. J'utilise le savoir, les données accumulées sur tous les autres patients pour mieux évaluer comment un patient se comporte et peut-être faciliter la prise de décision. Le plus important, c'est pas la comparaison en elle-même, c'est la capacité à moduler cette comparaison. C'est-à-dire, aminez-vous, si je vous compare avec les patients avec 4 traitements, eh bien, vous êtes une femme, je vous compare avec les femmes, avec cette préhension de l'outil informatique qui finalement donne de la puissance à l'outil. Et s'il a un sens à ces questions de big data, eh bien, il s'agit bien de les incarner dans la capacité à accéder à de l'information à la demande et de faire des calculs avec ces données, mais toujours à la demande. Donc, dans nos travaux aujourd'hui, ça prend la forme de différentes applications. Vous avez pris ici une autre capture d'écran où on compare finalement un sous-ensemble de patients et leur risque d'avoir l'apparition de nouvelles lésions d'origine immunitaire et inflammatoire dans le cerveau au bout d'un an, quand on est sans traitement à droite et avec le traitement à gauche. Et on peut affiner ces comparaisons en fonction des sous-populations qui sont pertinentes pour ces patients. Et là, on voit bien que le point de départ, c'est pas un sous-ensemble où on traite pas les patients en moyenne, ce sont les caractéristiques individuelles du patient pour lequel on doit prendre une décision. On appelle chez le patient d'intérêt, patient of interest. Ce sont ces caractéristiques individuelles qui déterminent, donc c'est pas l'avance, qui on va aller chercher dans la base du données pour pouvoir faire puis construire cette comparaison. Il y a cette idée, on a Prolonge aujourd'hui, on va avoir un grand projet avec 14 partenaires, le projet PLUS pour la sclérose en plaques, qui vise à développer un outil d'aide à délai de décision, un bien plutôt aussi un support system, qui va permettre aux neurologues, au cours d'une consultation, de partir des caractéristiques d'un patient individuel, un patient of interest, pour visualiser l'ensemble de ces données, y compris les données d'imagerie, d'utiliser des outils qui sont finalement des algorithmes collaboratifs, d'intelligence artificielle ou non, et qui vont permettre de sélectionner des patients de référence qui sont pertinents. Et aujourd'hui, on a travaillé avec l'industrie pharmaceutique, avec les hôpitaux, pour accumuler plus de données sur plus de 12 000 patients, en accord avec la réglementation, pour finalement donner à cet outil informatique toute la place qu'il a dans la décision, donc le traiter comme un dispositif médical à part entière. C'est un projet qu'on vient juste de commencer, mais qui s'appuie déjà sur un certain nombre de prototypes que l'on a pu faire. Dans ce travail, hein, c'est finalement l'incarnation de ce que je voulais vous dire un petit peu en conclusion. Et qu'effectivement, il y a des risques de prise en otage, mais c'est aussi certainement l'opportunité d'une solidarité. Une solidarité qui passe par de partage des données. Cette solidarité, on s'en était fait de l'écho avec des start-upers à l'époque, qui ont bien envie depuis, qui ont mis en place un nouveau système d'assurance, l'assurance Alam. Peut-être que finalement, le but ultime d'un système assurantiel, d'un système de santé,
c'est d'organiser, dans le respect de la législation, dans le respect de la vie privée du patient, la recirculation, la réutilisation des données qui sont créées par eux. Donc cette solidarité, hein, c'est certainement le développement d'une culture des données, de ne pas être trop naïf dans nos interactions, dans nos utilisations de la donnée. C'est le développement aussi des entrepôts de données de santé. Il s'agit bien d'ouvrir les données, et c'est pas open bar, de souligner les usages secondaires, de permettre la création de valeur à partir de l'utilisation, la réutilisation des données de santé. Là aussi, bien, on a besoin d'organisation, on a besoin de contexte autour de ces données. Donc ces données, elles ne parlent pas d'elles-mêmes. Et dans l'organisation autour de l'exploitation des données, on ne peut pas être seul face à ces données, c'est même pour le patient. C'est vrai aussi pour ceux qui exploitent les données. Donc la clé des données répond finalement à cet enjeu. Clairement, haut et fort qu'il faut prendre soin des données, leur organiser une gouvernance des données, se centrer sur les usages des données, et peut-être de la recherche. Et c'est certainement une opportunité pour inventer des solidarités nouvelles, des solidarités qui placent encore une fois l'usage des données et le respect de ceux qui y contribuent au centre du jeu. Et sur cette conclusion, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Pierre-Antoine, c'est mieux et surtout ça mène à réfléchir à beaucoup de choses, mais je voulais faire peut-être une petite remarque un peu provocatrice pour commencer. Ouais. En fait, tu as répété plusieurs fois nous deux ans départ, lors de demain, vous ne sentez pas quelque chose de magnétique d'art, etc., etc. J'ai envie de dire, c'est un peu naïf parce que malgré tout, c'est très aspirationnel. Bien évidemment, je suis parfaitement d'accord avec cette idée et je suis parfaitement d'accord avec, avec l'objectif qu'il faut l'atteindre, qui serait celui-là, y compris de proposer de nouvelles formes de solidarité. Il y a quand même des structures qui sont aux abois, qui sont au coin du bois. Alors, un certain nombre de la phare et d'autres types en fait, de grandes structures qui pensent que la donnée est quand même malgré tout l'algorithme de demain et en tout cas qui font déjà des transactions massives et de coûts autour de ces données. Bon, on ne peut pas dire que ça n'existe pas et on peut dire qu'on ne veut pas de ce modèle. Je suis complètement d'accord avec toi. Après, voilà, ne pas quand même naïvement penser que ça n'existe pas. Je voulais juste savoir, voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Il y a quand même, on a plein d'expériences, notamment à la génomique, tu peux bien s'y pas, où il y a eu des fichiers massifs aux États-Unis qui ont été vendus à des structures et qui ont déjà été acquises de manière à peu près non éthique quand même, et qui ont ensuite été revendus. Donc voilà, on fait, on se cogne avec ça. Alors, ça, c'est une très bonne question, hein. Merci. Et effectivement, je crois que dans la tradition anglo-saxonne, il y a une tendance à toujours réduire un objet à sa valeur marchande. C'est souvent prêt pour du pragmatisme qu'on a handicapé plus dans la du monde. C'est peut-être une autre naïveté, même si ça produit économiquement des effets. Je pense que c'est pas pour autant il faut ni le nier, ni finalement le dire que c'est le seul modèle à suivre. Je crois que la génomique aussi est extrêmement intéressante parce justement, elle a été un peu pionnière. On va dire, je sais pas, des aspects massifs. On s'interroge encore beaucoup sur la question ou l'intérêt d'avoir accès à des tests génétiques en accès libre. Notre tradition médicale européenne, c'est plutôt un accès médié à l'information. Et on retrouve ça, en fait, à travers ces causes et ces enseignements. Ce que je dis à nos futurs médecins, c'est que, paradoxalement, dans une médecine qui est de plus en plus technique, de plus en plus complexe, avec effectivement beaucoup plus de données, avec des enjeux qui sont majeurs, on ne peut pas les nier, paradoxalement, ils seront encore plus appelés à être humains, c'est-à-dire à être un médiateur avec ses connaissances fondées et à considérer le patient avec tout ce qu'il est. Maintenant, l'enjeu, il est aussi sur qu'est-ce que l'on veut faire de ces données, quel modèle de société on peut vous construire.
et ça en passera certainement aussi par la loi et par ses évolutions. Et peut-être qu'effectivement, on aura il faudra probablement des allers-retours et des erreurs. Euh, le dernier point commun, c'est que effectivement, les GAFA, elles ont beaucoup d'informations. Elles dominent absolument le marché dans certains domaines. C'est un peu moins le cas dans la santé. Euh, un peu moins, pas encore. On peut dire- et ça pose de vraies questions de souveraineté euh, vis-à-vis des opérateurs, c'est des gens qui branchent les tuyaux. Effectivement, de la maîtrise des tuyaux, la maîtrise du contenu des tuyaux, il y a un capa qu'il ne faut pas franchir. Aujourd'hui, alors, moi je suis particulièrement bien passé pour ça, pour en parler, puisque on a non seulement dans la technique des données, mais un réseau d'entrepôts de données dans l'ensemble des hôpitaux universitaires du Grand Tronc, c'est-à-dire les CHU de Brest, Rennes, Angers, Tours. Euh, quand on fait des travaux ensemble, et on les met sur une plateforme qui n'est pas une plateforme confiée à un opérateur étranger. Et loin de moi elle est confiée au CHU de Nantes, qui n'a pas spécialement un département informatique pléthorique et particulièrement bon. Pour autant, que cela, ce n'était pas un enjeu technique. C'était un enjeu de perception et donc peut-être de rester vis-à-vis de nos patients. Et donc de donner, elle se héberger chez nous en petite quantité, avec mes petits moyens, des trop petits moyens, et héberger chez nous quand même. Et je crois que c'est un très bon exemple de comment le technique, finalement, est subordonné aux politiques ou aux grandes qui soient pas beau, ouais, syndiqués. Bonsoir, merci pour l'exposé. Je vais revenir sur la notion de culture de la donnée que vous avez abordé au début, là. On vous avait dit il faut que les gens acquièrent cette vision, cette perception de ces problématiques. Et il y a deux choses qui télescopent complètement cet objectif. C'est un peu la pratique quotidienne. Et puis, la plupart des gens qui mettent plein de données dans la nature, des données très personnelles en plus. Et en considérant presque pourquoi je les mettrais pas, j'ai rien à cacher. Et puis c'est un peu le lot de sport de l'État aussi. Parce que l'État n'est vraiment pas faire là-dessus, mais s'il capte les données de manière massive, parfois sans demander l'avis des personnes. Et d'un point de vue de la gestion, par exemple, des entrepôts de données, je dirais, les gros entrepôts de données comme ES Data Hub, peut s'interroger un peu sur l'attitude de l'État qui a fait un pas de deux, marche avant, marche arrière, avant de modifier un peu sa stratégie. Donc globalement, oui, culture de la donnée, mais on a l'impression que c'est un peu un courant planétaire, parce que en fait, tout le monde dit, en plus, il y a une pression de leur dire, il y a une business à faire derrière, comme personne ne le disait derrière. Donc globalement, lutter pour maîtriser la dissémination des données, c'est très compliqué, parce qu'il y a beaucoup de forces qui s'opposent à ça et qui en font des cobayens, quoi. Et le patient, dans le milieu, il est un peu dépossédé de sa capacité de décision, quoi. Moi, d'avoir un peu ce sujet-là m'intéressant, je trouve que c'est la situation de par sa bonne. Je suis d'accord avec lui, juste à t'y répondre en deux temps. Il y a une première opposition qui est celle de la réponse toute technique et pour répondre aux cyberattaques, ben, on va acheter des plus gros ordinateurs, ils vont être plus sécurisés, on va mettre des plus longs mots de passe et on va échanger plus court. Euh, vous avez un collègue, je crois pas, peut-être d'abord on ne sait pas les moyens, mais ce dont on ne sait pas donner les moyens, c'est plutôt le facteur humain dans l'affaire. C'est que si vous changez de mot de passe tous les 6 mois et qu'il finit sur un post-it sur l'écran, comme ça pourrait peut-être arriver dans certains établissements universitaires, ben le risque il est là. Donc c'est peut-être cet aspect-là, moi, d'abord qui, je pense, important dans ce que vous évoquez, c'est cette dichotomie entre un tout technique et puis finalement l'être humain et qui peut faire. Mais de ce point de vue-là, des établissements de santé américains sont beaucoup plus pragmatiques que nous. Vous ne touchez pas à une donnée si vous n'avez pas été formé. Et tous les 2 ans, vous êtes reformé à la sécurité informatique, au caractère sensible des données. Comme un vaccin avec des rappels. Mais alors, ça a ses vertus, ça marche. Ça a aussi un enjeu
très fourchevée qui est en fait une question de responsabilisation, y compris sur le plan légal. C'est-à-dire que si vous êtes responsable d'une fuite de données, vous avez été formé, vous avez été informé, vous êtes responsable individuellement. Ce ne serait pas tout à fait la même notion de faute dans notre culture. Donc ça, c'est dichotomie culture humaine, culture technique et d'autres confiés à la technique. Et après, vous posez une autre question qui est intéressante, et cette fois-ci, je vais y répondre de manière technique. On avait parfois dans l'idée que on est obligé de centraliser. Donc, pour que ce soit efficace, il faut faire gros et centralisé. Si vous faites gros et centralisé, c'est aussi un risque. Et c'est une des interrogations autour de la concentration des données de santé dans un hub national. Alors, moi, j'ai une formule qui vous semblera sous une pirouette, mais qui est de dire aussi centralisé qu'est possible, parce qu'il faut être efficace, mais aussi décentralisé que nécessaire. Et souvent, nos entrepôts de données, on a besoin du contexte dans lequel naît la donnée pour la comprendre. Avant-hier, je parlais avec mes collègues du service d'addictologie. Dans les échanges qu'on a lus, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas tout à fait les mêmes pratiques d'écriture des confondus. Il n'y a pas de jugement de valeur des uns vis-à-vis des autres. Ils n'ont pas les mêmes pratiques. Si vous n'avez pas cette qualité de dialogue avec eux, vous ne pouvez pas interpréter les données. Donc ça plaiderait plutôt en faveur de la décentralisation. On peut aussi centraliser parce que c'est efficace. Et on a aussi des moyens techniques qui permettent justement de ne pas centraliser. Aujourd'hui, on sait très bien faire des calculs avec des bases de données qui sont distribuées. Donc ce sont les algorithmes qui voient là, je n'ai pas les données. Pour moi, c'est un enjeu de gouvernance des données. Donc on décide d'utiliser la technique. Non, ce qui est important pour nous, c'est que les données elles restent chez ceux qui ont la responsabilité juridique, un partenaire public, un partenaire privé par exemple. Pour moi, c'est un enjeu de contrôle. Tu n'es pas obligé de me laisser centraliser les données et finalement de perdre une capacité de contrôle sur comment sont utilisées les données. Donc les données restent chez toi et moi je vais t'interroger à distance si tu vois ce qui se passe. Et si tu n'es pas content, tu combes le tuyau. Donc là, j'aime bien ces sujets-là parce que là, ça veut dire que la technique permet d'ouvrir des nouvelles perspectives. On n'est pas obligé de centraliser. C'est pas une obligation pour être efficace. Et on peut asservir la technique à peut-être un objectif noble qui est de dire je veux te laisser pour rôle des usages qui sont faits des données qui ont été générées dans l'établissement, dans la responsabilité. Si vous poussez à l'extrême, on pourrait imaginer que chaque individu serait sa propre base de données qui pourrait envoyer les accès qui sont faits aux données dont il est à l'origine. Il faut imaginer des scénarios complexes. Moi, j'ai une question. Il y en a une qui rejoint un aspect qu'on avait déjà abordé en discussion, qui est, tu as commencé début de ton topo sur les cyberattaques. Donc derrière les cyberattaques, s'il y a des gens qui prennent la peine de monter une attaque, c'est cette idée que c'est la mine d'or. Et donc, à la fois, il y a une espèce de contraste entre le manque de moyens évidents des hôpitaux et le fait qu'ils sont dépositaires de données qui sont considérées comme mines d'or. Donc, comment tu... Il y a deux mines d'or. Il y a celle qui est en fait le marché de toutes les cyberattaques. Et vous êtes cyberattaqué, vous êtes bloqué dans votre activité économique, vous perdez des millions, soit en production de soins ou en décès. Donc vous êtes en panique et vous payez peut-être moins que ce que vous perdez, donc vous payez. Donc ça, c'est finalement moins les données qui sont ciblées que leur mobilisation dans une activité. Et c'est souvent ça que cherche la cyberattaque. Et après, il y a également sur le dark web, il y a un marché noir des données de santé. Et par exemple, les patients qui sont sous tutelle, sous curatelle, sont des cibles particulièrement haute valeur. Pourquoi ? Parce que derrière, à partir des informations identifiantes de ces personnes, eh bien, des opérations économiques vont être éventuellement faites en récupérant les coordonnées d'auquel, les données etc., les cartes vitales. Donc il faut toujours bien débuter l'usage qu'il y a derrière et le modèle économique y compris quand il s'agit de celui des cyberattaques. Ma deuxième question, c'est, je suis un patient, je suis prêt à partager des données pour les défis de la médecine du futur et actuel, et
Comment je fais pour savoir ce qui est fait avec mes données? Parce que ça m'intéresse, quand même. Quand vous allez sur le registre des études du CHU de Nantes, qui explique en une ou deux phrases relativement compréhensibles et qui expose l'ensemble des usages que l'on fait des données. Et juste à côté, il est rappelé que vous pouvez écrire sans vous justifier à vos données personnelles à chu-nantes.fr pour que l'on retire de la base de données tous les projets à des fins de recherche. Et pas vous justifier. Euh, Aujourd'hui, on a presque le. Alors, c'est une formation qu'on on a beaucoup rendu publique il y a 4 ans. J'aimerais bien qu'on recommence une campagne plus pour ne pas se dire d'ailleurs vous a informé pour les démarches un peu proactives. Aujourd'hui, on a finalement très peu d'opposition. On a quelques dizaines tout au plus par mois, et dont ça pompe de gens qui ne sont pas des lasseurs du sèche-choix. Mais vous êtes sûr que vous êtes la même chose, parce qu'on les a pas retrouvés, là, moi, on a tendance un petit peu à mettre en cause notre type par infrastructure. En fait, ma question, c'était, je voulais que mes données soient utilisées pour la recherche, mais pas pour cette recherche. Est-ce que ça peut aller je peux pas tout retirer mes données, mais je voudrais pouvoir m'opposer à certains types de recherche, mais pas à d'autres. Je peux faire ça? Alors aujourd'hui, nous, on le fait systématiquement ou pas du tout, mais ça peut être la manière dont vous exprimez votre, votre position. On a eu, alors peut-être parce qu'on fait partie du tout premier entrepôt en région qui a obtenu son autorisation. Et on a peut-être été euh, un petit excès de zèle. On a beaucoup réfléchi, je ne sais pas si ça se lève de trop réfléchir, mais à quels étaient les patients qui, quel que soit ce qu'ils vont exprimer, on va exclure les données. Pour un exemple très simple, tous les soignants du CHU sont exclus par définition de l'entrepôt de données Alizé Recherche. Parce que on s'est dit, mais oui, mais si un personnel c'est de la recherche et tu te connais, il a accès à l'information d'un collègue, ben on a un problème. Ah bah c'est pour l'antis. Il y avait plein de cas pratiques, y compris les sportifs, les artistiques, les artistes, etc. On a essayé, on a peut-être été un petit peu lent dans ces exclusions, y compris en ne choisissant pas un type de GEM article. Bonsoir, merci pour avoir exposé. Me poser une question, est-ce qu'on en est à tes présent en fait dans l'utilisation des algorithmes et l'intelligence artificielle dans la course de diagnostic? C'est dès on entend parler d'état chaud, de métavers, on nous dit que les médecins, les correspondants comme et que le d'avion, ils auront un avatar pour les 36 des chirurgiens, ils en ont comme ça sur des simulateurs et des choses comme ça. Même à tes présent, depuis des janvier 2023, on en déroule effectivement de l'utilisation des outils informatiques, l'utilisation de toutes ces données pour la pose de diagnostic. Alors, il n'y a pas beaucoup d'algorithmes qui ont une valeur diagnostique et qui ont fait jusqu'au bout la démarche, c'est-à-dire d'être certifiés en tant que dispositif médical. Il y en a, il y en a de plus en plus, mais il y a quand même au long de la coupe polaire entre le potentiel d'un algorithme et voir sa publication sur le site, bah oui, non, Marie l'a fait peut-être mieux que l'être humain, c'était pas si étonnant que ça. Notre capacité à conformer ces algorithmes à une réglementation qui est assez exigeante, et c'est normal, sur les dispositifs médicaux et l'impact que ces algorithmes auraient de la décision médicale. Pour autant, ça arrive. Alors, moi, je pense qu'on met trop l'accent sur le diagnostic en lui-même, qu'il y a bien d'autres algorithmes qui pourraient participer d'une autre manière à la prise de décision médicale. On m'a dit un petit peu tout à l'heure, par exemple, est-ce qu'on n'a pas des algorithmes qui seraient plus faciles pour accompagner le médecin, le soignant, dans la nécessité d'obtenir une information complémentaire? Ou bien dire au contraire, c'est une information redondante. Il y a peut-être des économies à faire, puisque Terracid a trouvé aussi un modèle économique par derrière qui sont. Pour autant, ça arrive. Alors ça, je vous évoquais des algorithmes qui finalement arrivent vraiment en coup de chaîne de la l'éducation. Il y a en fait bien des applications plus en amont de notre entrepôt de données. J'ai encore des infos à vous donner aussi, mais on les utilise
tout simplement pour aller chercher l'information, pour interpréter le langage naturel. Ça, ce sont des choses qu'on fait maintenant quasiment en TIL. Ils n'ont pas un rôle dans le diagnostic, ils ont un rôle dans la structuration, dans la mise à disposition des données issues du soin. Ça pose beaucoup de questions. Le propre souvent de ces algorithmes sont des algorithmes pour lesquels apprennent. Et c'est finalement quelque chose d'extraordinaire. Alors le mot apprenant, à chaque fois qu'on parle de il faut toujours se méfier des mots. Hein. Cyberattaque, en tout cas, c'était pas une vraie attaque au sens militaire du terme. Intelligence artificielle, le mot est catastrophique. Et algorithme apprenant, forcément, on a toujours une vision un peu anthropocentrique du terme, mais qu'est-ce qu'il apprend même? Ce qui est sûr, c'est qu'il peut modifier sa règle avec son fonctionnement. Ça, c'est intéressant, scientifiquement. C'est catastrophique du point de vue réglementaire. En santé, pour valider quelque chose, on le fige. On ne change pas une molécule d'un médicament. On peut avoir l'idée de l'améliorer, on ne la change pas. On ne change pas sa dose, ou en tout cas, selon des règles préétablies. Donc, on a vraiment ce problème de validation de ces algorithmes, de ces boucles fermées. La législation, là aussi, elle est en train de se construire. Peut-être même qu'elle se construira pour l'intelligence artificielle dans son ensemble dans la société, sur la base de ce qu'on aura validé dans le domaine de la santé. Et peut-être aussi que vous avez un droit à savoir que vous faites l'objet d'une opération qui est issue d'une intelligence artificielle. C'est pas toujours si clair que ça, pour recevoir des mails et des échanges de mails, de chats qui ont été générés automatiquement. Je pense que aussi, principe de transparence, principe de parcimonie, quels sont mes usages, c'est la voie vers laquelle on doit aller parce que ce ne sera pas soutenable trop. Moi, j'aime beaucoup. Tu as parlé des usages à la vie des nous. Alors, ma question, c'est là-dessus. Est-ce que le type de données auxquelles on a accès maintenant, c'est autre que des données structurées via des essais cliniques ou des études publiées, bien construites, disons, pré-pensées? Est-ce que ça crée des biais que l'épidémiologie classique ne sait pas détecter? Une bonne question. En général, je réponds à un regardeur. Je dis que l'habitude d'aller détecter des biais de toutes sortes, qui est une quasi-obsession de l'épidémiologie, et c'est une bonne obsession, elle s'applique parfaitement bien à ces données qui sont certainement massives. En tout cas, c'est un bon vaccin. Une espèce de mirage, tu veux dire que de toute façon, la quantité va compenser les biais. Ça, c'est pas vrai. Au contraire, de toute façon, les pays, on a tout le temps. Nos CHU sont de toute façon déjà le mélange biaisé dans le fondement de la population qui représente. Je crois que ça met l'accent sur la diversité des études et des analyses qu'il faut faire pour essayer de mieux les caractériser. Et ça, l'intelligence artificielle, les algorithmes donnent beaucoup de diacres, en fait, le montrent assez bien. Ouais. Et ça relève peut-être aussi de la prise de conscience de ce qu'on était avant en dizaines de données, je rire à cette expression, mais c'est vrai pour le peu de données auxquelles on avait, pour être très concentré sur la ligne en biais. En fait, aujourd'hui, on peut se passer de partie, voir aussi la boîte ici, où on va un peu taper un peu dans les données, quoi. C'est vrai aussi pour les petits calculs. Avant, quand le calcul était fait à la main, il était compliqué à faire à la main. Aujourd'hui, et c'est pas très écologique, le calcul ne coûte pas cher. Et donc on peut faire plein de calculs dans différents sens pour essayer de mesurer un peu ces biais, de mettre au défi, de mettre à l'épreuve ces données. Et je pense que ça, c'est la culture d'analyse de données épidémiologique dans le domaine de la santé en particulier, qui est particulièrement pertinent. Il y a certainement des nouveaux biais, je passerai plus à ceux qui disparaissent. Avant, on savait qu'on faisait l'objet de recherche, et qu'il y avait des biais de conscience, que ce soit chez le patient, chez le soignant. Les biais d'exhaustivité, c'est certain. Est-ce qu'on a théorisé des nouveaux biais? Pas à ma connaissance. On a beaucoup parlé donc des risques de ces données par rapport à l'extérieur, aux femmes, les assurances, les tutelles, vous en avez évoqué plusieurs.
Et ce qui, je dirais après, ce qui m'amène à poser cette question, mais est-ce qu'il ne faudra pas aussi mettre en place une protection de ces données vis-à-vis des autorités de tutelle? Alors pourquoi je pose cette question? Parce que, en général, on ne se méfie pas aussi fort de l'intérieur que de l'extérieur. Récemment, on a vu, dans d'autres types de données que les vôtres, les ARS interroger les pharmaciens et ça a donné lieu à des comparutions devant l'ordre des médecins de docteurs qui avaient prescrit dans leur l'usage, le déploiement normal de leur serment d'Hippocrate. Et là, on a une anomalie de l'usage de données. Est-ce que dans votre milieu, il ne faudrait pas, ou est-ce que vous avez peut-être déjà fait, une mise en place de protection vis-à-vis de l'intérieur, c'est-à-dire des autorités de tutelle? Il me semble qu'on n'a pas abordé du tout cet aspect-là. C'est une bonne question. Pensais garder une distinction pour une prochaine conférence, une prochaine invitation, mais du coup, je vais l'utiliser pour répondre à votre question. Il y a aussi 2 temps là que je prends en confond beaucoup trop souvent. Dans un premier temps, dans l'exemple que nous prenez, c'est existe-t-il des praticiens, des prescripteurs au comportement anormal? Et je vous remercie, on est exactement dans l'un des 7 usages que j'ai listés. Ça, c'est une analyse qui, dans un premier temps, n'incrimine ou ne pose pas le jugement, n'appelle pas à un acte ou à une condamnation ou à une mesure rectificative, ce que vous voulez, ces individus en particulier. Ça veut dire que finalement, quand vous analysez ces comportements, même ces comportements anormaux et marginaux, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'identité de tel ou tel médecin qui serait incriminé. Donc ça veut dire qu'on n'a peut-être pas besoin d'utiliser des informations qui révèlent l'identité de la personne. Et donc ça, c'est pas de manière beaucoup plus générale. Il y a vraiment 2 temps. Il y a développer un algorithme d'analyse qui va avoir une vérité en population, entraîner un algorithme diagnostique. Il n'a pas forcément besoin d'avoir une donnée qui touche l'intimité, à l'identification de la personne. C'est pas un champ tout à fait nouveau, mais je pense que c'est un champ d'avenir, ce que l'on appelle les données synthétiques, qui sont des données qui sont avérées comme non personnelles et qui permettent de faire des conclusions comme celles que loue Zenukli, y compris quand on va regarder aux marges du jeu. Bon, une fois que vous avez fait cette analyse sur les données, je les qualifie de non personnelles, vous avez un savoir. Et il y a un autre temps qui n'est pas forcément immédiat, qui est de savoir s'il veut agir, y compris avec la légalité de ce que représente ces données-là. Et dans ce cas-là, on est dans l'application d'un algorithme ou d'un enseignement à un cas particulier. C'est pour ça que la distinction que j'introduisais tout à l'heure entre finalement le patient d'intérêt, celui auquel j'applique un nouvel outil pour lequel je prends des décisions, elle est extrêmement importante, de distinguer du patient qu'on a appelé patient de référence. Ça pourrait être le même, ça doit être la même donnée, mais dans un cas, il fait l'objet de l'application d'un algorithme pour lui-même, c'est une utilisation personnelle de l'algorithme. Dans l'autre cas, c'est une utilisation pas du tout personnelle. Le patient, on le remercie, mais il nous permet, il a contribué à notre moyenne, il a contribué à une alliance. Et vous voyez, ça, c'est des distinctions, je pense qu'on les fait pas encore assez bien. Dans le cas que vous évoquez, j'ai l'impression qu'on confond les deux. On pourrait très bien faire l'analyse, on va dire en population, et moi je la serais bien volontiers sur les données non personnelles parce qu'elles sont potentiellement discriminantes, qu'on connaît fréquemment, à vous partager si vous souhaitez. Ça, c'est un premier temps. Et il y en a un deuxième qui se dit maintenant, est-ce que je l'applique à un individu réel, physique, je dirais un sujet de droit qui serait peut-être condamnable. Donc on vient là, c'est 2 temps un peu différents. Vous voyez, aujourd'hui, on est des naïfs de la donnée, on confond peut-être les situations. Merci pour votre attention, d'avoir bravé. Merci, Greg.